Donc, sinon, on va se tourner vers nos voisins du Sud et la course à la présidentielle démocrate. Donc, Hillary Clinton a enfin annoncé, François a mis un enfin au majuscule, a enfin annoncé qu'elle ne se présentera pas en 2020. Bernie Sanders a lancé sa campagne dans son Brooklyn natal. Déjà, il fait des discours devant des foules monstres, notamment à Chicago lundi. Sinon, l'équipe de Beto O'Rourke se mobilise en secret pour une éventuelle campagne à la présidence. Il y a eu 2 sondages intéressants, NBC, Wall Street Journal, où 4 Américains sur 10 votent pour réélire Trump. Puis le terme socialiste est impopulaire au sein de l'électorat. Sinon, dans l'actualité américaine, le comité judiciaire de la Chambre a annoncé lundi une vaste enquête sur 1. La campagne, 2. Les entreprises, 3. L'équipe de transition et 4. L'administration du président Trump. Pour terminer, le leader du Sénat, Mitch McConnell, fera voter une résolution pour bloquer l'urgence nationale de Trump, ce qui forcera Trump à utiliser son veto pour bloquer la résolution. Pour commencer, Léo, est-ce que la file pour se présenter au Parti démocrate commence à être plus longue que celle du IKEA à Québec? Oui, je dirais même qu'elle est aussi longue que pour l'ouverture des premiers bureaux là, de la SQDC là, un peu partout au Québec. Mais on espère que contrairement à la SQDC, ils vont répondre à la demande. Mais plus sérieusement, il y a vraiment beaucoup de talent là, dans tous les candidats démocrates qui se présentent là, pour la présidentielle. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais justement, il y en a comme tellement que même pour des observateurs intéressés, ça devient un peu difficile à suivre. Donc, je me dis, pour l'électeur américain moyen, comment est-ce que les électeurs peuvent apprendre à connaître ces candidats-là, apprendre à les distinguer. Donc, c'est sûr que le processus américain est tellement long, puis nécessite tellement de ressources qu'éventuellement, juste par exemple au niveau de l'argent, mais là, les donateurs vont faire des choix, puis il n'y aura pas nécessairement assez de fonds pour permettre à tous ces gens-là de durer longtemps. Mais là, c'est juste qu'en effet, il y en a vraiment beaucoup. Mais tu mentionnais entre autres là, Beto O'Rourke, là, auquel on avait consacré là, un épisode qui s'était présenté au Texas là, dans les dernières midterms. Ça, c'est le genre de candidature, je pense, qui va attirer beaucoup d'attention au courant là, des prochaines semaines. Puis, bien sûr, Bernie Sanders, que tu mentionnais, qui sera présente, mais là, il sera présent dans un contexte très différent de la dernière fois, où il est déjà connu, mais c'est quelqu'un quand même d'assez âgé, puis est-ce qu'il va réussir à recréer le même enthousiasme, puis le même phénomène de nouveauté que la dernière fois? J'en sais trop rien, mais en effet, là, la file, elle est longue, puis je dirais même trop longue, dans le sens que c'est un problème, je pense, pour les démocrates, où là, les donateurs sont divisés, les militants se répartissent en tout ça, puis ça ne permet pas de faire émerger une figure forte contre Trump. J'ai suivi un peu le lancement de campagne de Bernie Sanders, puis oui, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé ça intéressant parce que il a essayé d'amasser 1 million de signatures en une journée, puis je pense que c'était 10 millions de dollars, puis il a presque réussi. Mais si on fait un parallèle là, avec... c'est un peu comme si on faisait les gens qui font des pétitions pour ce genre de choses-là. Est-ce que c'est pertinent vraiment le premier jour de récolter 1 million de signatures par rapport à tout ce que ça va demander, ce que ça demande comme effort logistique, puis est-ce que ça marque tant l'imaginaire que dans 6 mois, on va se souvenir de ce genre de choses-là? Ben, c'est juste, je pense qu'il fait ça parce que lui, sa force, justement, c'est les méga rallyes qu'il organise. Lui, il veut montrer qu'il ratisse large chez les petites gens. Donc, je pense que c'était le chiffre d'1 million, justement, ça frappe un peu l'imaginaire. Mais comme je disais, moi, je me demande à quel point Sanders va être capable de recréer tout le momentum puis le buzz qu'il y avait autour de lui de la dernière campagne. Il y a 4 ans, où là, c'était vraiment lui versus Hillary Clinton, comme 2 figures très différentes. Un, justement, qui s'identifie ouvertement comme un socialiste versus Clinton plutôt proche de Wall Street, tandis que là, la plupart des candidats démocrates n'ont pas le même profil, disons, mainstream nécessairement que Hillary Clinton. Puis là, il réussira peut-être pas justement à attirer autant d'attention. Donc, en effet, j'ai l'impression que même ces coups d'éclat-là vont être oubliés assez rapidement. On va profiter de ton expérience. En 2012, il n'y a pas eu ce mouvement-là de signature ou ce genre de choses-là. Il y a eu la pétition pour la démission de Jean Charest, mais est-ce que tu sais ou est-ce que tu te souviens d'un moment où c'est une tactique qui a été envisagée, puis les raisons pourquoi cette tactique-là de récolter des signatures ou des appuis comme ça n'a pas vraiment été faite? Bien, on avait fait donc quand je m'impliquais à la Fédération étudiante collégiale, on avait travaillé avec Mathieu Traversier, on avait déposé une pétition au Parlement justement pour s'opposer à l'augmentation des frais de scolarité. On avait récolté peut-être 20 000 signatures, quelque chose comme ça. Mais nous, notre objectif derrière ça, de ce que je me rappelle, c'était surtout un objectif de mobilisation, c'est-à-dire que
tu sais, aller voir quelqu'un pour lui parler d'un sujet, ça peut être une élection ou dans ce cas-là, les frais de scolarité. Des fois, ça prend un peu une excuse, ça prend comme une accroche. Puis dans ce cas-là, la pétition, c'était vraiment cette excuse-là pour approcher les gens puis dire hey, écoute, est-ce que tu as quelques minutes? T'étais-tu au courant sur les frais de scolarité? Est-ce que tu pourrais signer ça? Donc, c'était une façon d'aller voir les gens, puis après ça, c'est aussi une façon de récolter de l'information. Tu sais, tu peux parfois prendre le numéro de téléphone ou prendre l'adresse courriel. Donc, ça permet d'engager ces gens-là dans une espèce tu sais, d'escalade d'engagement où la personne commence par signer une pétition. Bon, après ça, elle donne son courriel. Fait que après ça, tu lui envoies, disons, les interventions que fait, par exemple, Mathieu Traversier qui avait déposé notre pétition. Après ça, tu invites la personne à une manifestation. Donc, nous, c'était un petit peu dans cette idée-là que c'était un peu le premier pas vers éventuellement un engagement plus grand. Donc, j'ai l'impression que peut-être Sanders, c'est ça aussi son idée derrière ça. Donc, des fois, c'est même pas la pétition en soi, on s'en fout. Des fois, c'est toutes les données que tu collectes. C'est comme peut-être, tu as déjà vu souvent quand ils font des discours, ça dit textez votre appui à tel numéro. Mais l'idée derrière texter ça, c'est pas nécessairement d'avoir l'appui des gens, c'est d'avoir leur numéro de téléphone après pour pouvoir les rejoindre puis les engager dans d'autres événements. Yes. Louis-Philippe, sinon toi? À propos de Bernie Sanders, je pense que le fait d'avoir regroupé autant de monde que ça, je pense que l'objectif, c'est plutôt de surfer sur une vague où est-ce qu'il va sur des vagues, genre plusieurs vagues qui suivent. Là. Donc, aujourd'hui, c'est un événement à 2 millions. Là, après ça, le prochain... et peut-être le mois prochain, l'autre d'après dans 2 semaines. Fait que tu sais, si à toutes les 2 semaines, il est capable d'aller rejoindre autant de monde que ça, chacun se souvient au moins qu'il y a 2 semaines, il y a eu un regroupement, il y a eu tant de personnes. C'est grandiose. Puis surfer un peu là-dessus jusqu'à temps qu'il arrive justement à la campagne électorale. Puis rendu là, à la campagne électorale en tout cas, sur leur espèce de campagne électorale qui dure infiniment. Là. Puis être capable de justement continuer ce mouvement-là parce que, comme tu dis, Léo, je pense pas qu'il peut vraiment se mettre tous ses œufs dans le même panier que la dernière fois. Là, il y avait beaucoup de contrastes il y a 4 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Puis il y a des gens de pas mal de tous les horizons, beaucoup de monde à gauche, beaucoup qui s'appellent des socialistes démocrates. Mais je pense qu'il risque d'avoir aussi des gens qui vont adapter leur discours à les contradictions qui ont été soulevées par la présidence de Trump. Le fait que, oui, bon, c'est peut-être des trucs que Trump avait soulevés, comme par exemple, je sais pas moi, le fait que le système était un peu brisé, que la démocratie fonctionnait pas bien pour les plus pauvres, pour les gens qui habitent dans les milieux ruraux, etc. Bon, au final, peut-être qu'il n'aura pas travaillé énormément pour eux, même s'ils l'ont aidé à se faire élire. Mais je pense que, tu sais, aujourd'hui, il va falloir que les démocrates, qui soient socialistes, démocrates ou, je sais pas, démocrates standard, establishment, peu importe, va falloir qu'ils se posent ces questions-là puis qui répondent à ces questions-là. Il va falloir qu'ils soient capables de monter un discours à propos de ces contradictions-là qui sont maintenant peut-être plus soulevées à propos de la société américaine, à propos du système politique américain. Puis, justement, Bernie Sanders, il ne pourra pas simplement faire la même campagne que la dernière fois, comme si de rien n'était, comme si c'était la première fois que les gens entendaient parler de ça. Au niveau des enquêtes, est-ce que vous pensez que les démocrates devraient se concentrer sur les enquêtes puis tourner leur effort vers ces enquêtes-là ou se dire, ben de toute façon, si Trump est impeaché, il va devenir un martyr, ça va devenir un cirque où est-ce qu'on ne parlera plus des candidats démocrates. Est-ce que ces enquêtes-là sont pertinentes pour l'élection pour faire élire un président? Ben, j'ai l'impression, comme tu as dit, que les démocrates ne veulent pas trop se lancer là-dedans, ou en tout cas, sûrement pas se lancer dans une procédure d'impeachment pour justement pas le transformer en victime, puis en martyr, puis pour lui permettre justement de dire, ben voilà, une autre chasse aux sorcières, puis parce que
ce qui sort de ces enquêtes-là, en tout cas jusqu'à présent, oui, c'est toutes des accusations qui seraient très graves dans un contexte, disons, normal, entre guillemets, mais là, on dirait que ça ne permet pas d'atteindre davantage de réduire la base électorale de Trump. Puis comme tu disais, ça monopolise beaucoup d'énergie, puis ça dévie beaucoup d'attention de d'autres sujets. Donc, je pense qu'il faut qu'il continue, bien sûr, ces enquêtes-là d'avoir lieu, mais je n'ai pas l'impression que ça va mener justement à une procédure formelle, par exemple, d'impeachment ou tout ça, parce que justement, les démocrates ne veulent pas le transformer en victime, puis il n'y a pas encore de smoking gun, si on veut, ou d'éléments assez forts pour permettre une véritable de destitution. Et voilà. Puis encore une fois, c'est que Trump est très bon pour justement toujours créer plus de nouvelles, puis dévier l'attention. Donc, c'est comme ça ne semble pas avoir atteint. Puis, même la déclaration choc là, de Cohen la semaine dernière, je veux dire, c'est très, très grave. Puis c'est des choses qui, en temps normal, auraient dû, disons, affecter grandement le président. Mais là, on dirait qu'il s'en sort presque, encore une fois, indemne. Puis, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont un peu célébré le 4 sur 10. Là, on parlait du sondage, puis qu'il y a 4 personnes sur 10 qui votent pour le réélire. Donc, beaucoup de personnes se disent « Ah oui, donc 60% des gens vont voter contre Trump et donc il ne se fera pas réélire. » Je veux dire, on s'entend que la campagne n'est pas... Je veux dire, les primaires sont même pas encore commencées. On ne sait pas c'est qui va avoir de l'autre côté. Fait que là, je veux dire, si la dernière fois, c'était quasiment « anyone but Hillary », après ça, si on a un démocrate socialiste de l'autre côté, on a aussi dit que le mot socialisme était extrêmement peu populaire. Fait que je vois difficilement comment est-ce qu'on peut se réjouir à un 4 sur 10. Si c'était un 2 sur 10, là, je serais peut-être un peu plus convaincu. Mais à 4, je trouve qu'il y a encore pas mal d'incertitudes. C'est quand même pas 51-49. Non. Non.